Casino Days a été fondé en 2020 et opère dans plusieurs pays et détient 2 licences d'opération, dont une au Canada. Casino Days a des milliers de jeux, incluant les plus récentes machines à sous et plus d'une centaine de jeux de table en direct avec des vrais croupiers. Mais le plus important pour Casino Days, ce sont ses clients. Et c'est pas mon opinion, c'est celle des clients. Une preuve, Casino Days a 4,4 étoiles sur 5 sur le site très réputé Trustpilot, avec plus de 1500 avis. N'oubliez pas que le jeu en ligne, c'est pour le fun. Soyez donc responsables. Si vous voulez partir, on va barrer les portes. Quand on se retrouve dans un party, c'est pour y boire et pour chanter. Quand la soirée est terminée, on part en toute sécurité. Toute la veillée, on peut se fier au bénévole. Si vous voulez partir, les rouges vous ramènent à la porte. Chez Globocam, on redéfinit le transport lourd. Celui qui est lourd de sens, lourd d'impact positif pour nos clients, notre économie, notre société. Notre mission, garder les camions sur la route. Ça veut dire respecter les plus hauts standards de l'industrie, être à l'écoute et offrir un service personnalisé, entretenir nos flottes avec minutie, précision, proposer des pièces de la plus grande qualité. Mais au-delà de la carrosserie, il y a la cargaison. Nos camions contribuent à nourrir des gens, faire vivre des familles, bâtir nos villes, stimuler nos régions, recycler la matière. Et pour garder nos camions sur la route demain, on sait qu'on doit se réinventer maintenant. Depuis 1994, on ose explorer, évoluer, innover. On utilise les énergies alternatives, seule réelle solution pour un avenir meilleur. Et on redonne, car on croit en l'importance d'une société en santé, active, éduquée. Et tout ça, on le fait avec nos gens, dans nos concessionnaires, bureaux et garages, aux 4 coins de la province. C'est eux, notre moteur. Chaque mardi soir, de 21h à 23h, branchez-vous au FM 103.3. Carl Beaulieu, moi-même Francis Tremblay, nos collaborateurs et nos invités décortiquent l'industrie du transport de fond en comble. Le camionnage traverse une crise et l'industrie a besoin d'une voix forte. Avec On the Road Québec, vous avez la parole, entrevues, discussions, opinions et lignes ouvertes sont au programme. Peu importe où vous êtes, comptez sur notre équipe pour vous informer et vous représenter. On the Road, la voix des camionneurs au Québec. On the Road Québec, une présentation du Centre du camion Gamache, la référence des camions usagés au Québec depuis 50 ans. Bienvenue à On the Road de Québec, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Carl, c'est un chiffre spécial. Sais-tu pourquoi? Non. Septembre 2023, c'était le premier podcast d'On the Road Québec. Tu te souviens? C'était une idée que tu as eue, mais on faisait déjà des podcasts un peu vite fait en micro, on se parlait. Puis, tu arrives avec cette idée-là, je dis, ben oui, on n'a pas le temps, puis on n'avait pas le temps, mais tu as dit, on va le trouver. C'est ça, effectivement. Puis on a trouvé le temps. On s'était dit, on allait en faire 8 par année. C'est en plein les ça. thématiques, puis tout le kit. Fait qu'on en a enregistré 4 la même journée à SF à Griffintown. Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Ben aujourd'hui, c'est la 150e. Ah, bravo. 150 podcasts qui sont calculés. En fait, on en a plus que ça parce qu'on a fait plein de podcasts spéciaux à gauche et à droite avec des clients ou peu importe. Mais c'est le 150e compté, on pourrait dire. Fait que on peut pas toutes les nommer pour ne pas oublier personne. Mais on remercie tout le monde. Tout le monde qui sont... Les invités, ouais. C'est presque 200 invités. Donc, en 3 ans, 150 épisodes officiels.
des vingtaines et des vingtaines, des trentaines d'annonceurs. Donc, merci beaucoup. C'est le fun. Merci. Et puis merci tout le monde. Merci de nous suivre dans notre trip qui est de... Je cherche laquelle à regarder, hein? Ben là, c'est laquelle? C'est elle, il faut que j'en garde? Ah non, Ok. excuse, c'est elle. C'est elle? OK, c'est elle, faut ouais. que j'en garde. Hey, merci tout le monde. Merci de nous suivre. Merci d'être présent. Merci de nous faire vivre un rêve. Fait que j'ai pas de mots à dire. Fait que tout ça pour la relève, pour les jeunes, pour l'actualité dans le transport, l'actualité. On va voir aujourd'hui, on va avoir un invité, là, vraiment le fun. Fait que c'est vraiment le fun pour nous autres. Puis merci de nous suivre. Puis on lâchera pas, là. Non. Parce non. que si vous connaissez Carl un petit peu, j'ai toujours un projet qui me mijote dans la tête. J'ai toujours quelque chose. Puis la semaine passée, j'ai lancé un projet à Francis qui va mettre... qui va te faire travailler un petit peu ton esprit. Fait que lâchez pas de nous suivre. Fait qu'on ça va vraiment être plaisant pour les prochains mois puis prochaines années parce qu'on lâchera pas demain matin. Je veux vous inviter, si jamais ce n'est pas le cas, à notre party Noël qui est vendredi prochain. Oui, le 28. Donc, 28, à Saint-Hubert, à nos bureaux, 7500 Grande Allée, deuxième étage du groupe Mac Volvo. Ouais. C'est le lounge GSH on the road, donc venez nous voir. Fait que, voilà, je pense qu'on fera de la promotion de nos autres trucs. Ouais, c'est parfait. Ouais. Es-tu prêt pour notre invité? Ben oui, je suis prêt. On reçoit aujourd'hui, on est très content, Guillaume Lavoie, qui est, si tu me corrigeras, tu es membre associé à la chaire Raoul d'Endurant Oui, bonjour. en stratégie et diplomatie. Oui, C'est ça? c'est bon, c'est bon. Mais Mais joyeux 150e. Hey, Hey, merci. Impressionnant. Vraiment, merci. Puis on est content de faire ça avec toi. C'est un cadeau pour nous que tu nous donnes de faire la 150e avec nous. Là, je suis vraiment Ben, content. Puis, Pour l'histoire, tu es à notre deuxième ou troisième podcast avec nous Ouais, parce qu'on s'était parlé par caméra. Ouais. tu sais. Oui, à distance. À voilà, distance. parce que là, il avait fallu le faire à distance pour Ouais. toutes sortes de raisons. Ouais. Mais là, je vois à quel point vous êtes hyper bien organisé. Là. C'est un de nos studios. On est à Saint-Hubert aussi. On a notre propre studio à nous. La prochaine fois, ça risque d'être là. C'est incroyable. C'est vitré, des plafonds c'est de de 30 beauté. pieds. Là, c'est les couleurs. On veut les changer. Ça a l'air d'un studio Ikea. C'est bleu et jaune. On est en train de changer les couleurs. On a un super de beau studio à Saint-Hubert aussi. Bon, un conglomérat médiatique. On essaye. Mais ça fait longtemps qu'on voulait que tu sois à l'épisode parce que le transport, la politique, l'économie, Donald Trump, tout est lié. Donc, c'est impossible de dissocier quoi que ce soit. Puis la situation et le sujet est tellement polarisant. Puis en même temps, tu as des passions dans le transport, que ce soit le train, le bateau. train. Il y a le train. Le cargo, le Le train, cargo. le cargo. Le train. Donc, puis on te remercie beaucoup parce que je sais que tu es très, très occupé. Ah, De ça me prendre fait du temps vraiment avec plaisir nous, d'être avec vous autres. puis les C'est vraiment- camionneuses vont être très contents de t'entendre. Point de vue, ton point de vue, puis je veux dire, je pense que tu connais bien la politique en tant que telle. Fait que, puis nous, on est néophytes un peu, mais on se renseigne comme tout le monde, tu sais. Mais il y a vraiment aussi un nuage d'incompréhension totale, à la fois chez les camionneurs, mais même les décideurs d'entreprise. Donc, qui ne Ouais. savent pas... Puis le nuage d'incompréhension, il est pour tout le monde. Là. Ouais. Même ceux qui sont supposément des experts dans le milieu sont extraordinairement surpris d'un paquet de choses qui se passent. Peut-être la démonstration ultime du nuage d'incertitude, c'est les collaborateurs de Donald Trump eux qui, autres aussi. des fois, découvrent la nouvelle position de leur administration Le matin. dans la déclaration du président qui contredit ce qu'ils sont en train de faire la journée même. Là. Alors, tout le monde a un peu de difficulté à suivre. Il y a des fondamentaux qui nous permettent de nous donner comme une matrice pour comprendre un peu ce qui est en train de se passer. Et dans tout et toujours, les fondamentaux, mettons la gravité, les grandes lois de l'univers finissent par nous rattraper. Alors, le grand classique, tu mets des tarifs, à un moment donné, les prix augmentent. C'est un incontournable. Puis là, le grand inconnu, c'est ça prend combien de temps avant que l'effet se fasse sentir? Puis des fois, ça prend pas beaucoup de temps. Puis des fois, ça prend un peu plus de temps. Mais fondamentalement, le bon pari, c'est quand tu paries sur les fondamentaux, à un moment donné, là, si j'étais Warren Buffett, Coca-Cola, c'est un bon achat. Éventuellement, ça va toujours être payant. Effectivement. Si tu joues dans les tarifs, non seulement tu crées de l'incertitude, mais en plus, tu augmentes les prix. Puis il ne faut jamais oublier que Trump a été élu pour baisser les C'est prix, pour exact. faire baisser le coût de la vie. Puis là, c'est pas ça qui se passe aux États-Unis. Alors, en gros, là, on en parlera, mais Trump est moins puissant qu'il l'était il y a 6 mois.
Puis les prochains mois, on va voir, mais s'il n'y a pas d'ajustement dans sa politique, un bon indice de combien tu es populaire, quand tu veux faire une photo, il y a combien de gens qui se battent pour être dans la photo avec toi. Ouais. Ces temps-ci, il y a moins de gens qui veulent être à côté de Trump dans la photo. Là. Mais Guillaume, pensais-tu avant son élection qu'il allait avoir ces répercussions-là sur les États-Unis puis le Canada? Non. D'abord, Tu t'attendais à quoi, en fait? D'abord, il y avait l'idée vraiment de dire, parce qu'il y a beaucoup de choses que Trump avait dites dans sa campagne, puis les gens disaient à un moment donné, c'est Trump, là. Pas parce qu'il dit que ça va arriver. C'est quand même particulier. Là, Avant, on se dit, c'est quelqu'un qui veut être président des États-Unis. Ce qu'il dit est un indicateur de ce qu'il sera, parce qu'il a dit plein de choses. Le dossier Epstein est une super déclaration. Il y a une conspiration, quand je vais être élu, je vais tout publier, puis après ça, il passe 1 an à essayer de ne pas le faire. Effectivement. Puis à la fin, ça prend une rébellion du monde MAGA puis du Congrès pour l'obliger à le faire, puis c'est pas sûr que ça va arriver encore là. Alors, beaucoup de gens pensaient que les tarifs, ça n'arriverait pas. L'histoire du 51e État, il n'y en a jamais parlé en campagne. Ça n'a jamais été même dans un discours. Jamais. Jamais. Alors, ça a pris tout le monde par surprise. Puis au début, on se dit, là, c'est pas sérieux. Puis là, c'est même insultant, et ça l'est. Puis à un moment donné, on réalise que Donald Trump est habité. Un parallèle, ce serait, pour Donald Trump, la vie est une télé-réalité dont il est le personnage principal. Alors, on n'est pas dans un positionnement classique. C'est comment je fais pour être au centre de l'actualité tout le temps. Et il y a cette volonté de passer à l'histoire. Alors, de dire, là, je vais aller chercher le Canada, puis là, je vais créer un super grand État, puis le Groenland, puis tout ça. Mais il y a tout à essayer. Mais il n'y a rien de profondément réfléchi là-dedans. Là. En disant, je vais mettre des murs sur les frontières, mais là, tu peux pas défaire 50 ans de politique économique en 6 mois, là. Ou même de dire, c'est les autres qui vont payer les tarifs. Bien là, il n'y a pas personne de sérieux pour dire ça. Et si vous voulez voir à quel point c'est pas enraciné, il y a un enracinement idéologique dans le monde MAGA. J.D. Vance en fait partie. Mais pour Trump, c'est quelqu'un qui sent le vent très, très bien, qui a compris avant les autres qu'il y avait une colère aux États-Unis sur un paquet de choses. Mais c'est pas enraciné dans une vision profonde qui l'habite. Alors, par exemple, lui qui disait « Je vais mettre des tarifs très élevés, ça va être merveilleux et ça n'aura aucun impact sur les prix. » Impossible. Bien là, la semaine dernière, il a dit, bien là, pour faire baisser les... Alors, la semaine dernière, le lundi, il n'y a pas d'augmentation de prix. Le mardi, il dit aux journalistes, arrêtez de me parler du coût de la vie, tout va très bien. Le mercredi, il dit, je vous ai dit d'arrêter de m'en parler. Le jeudi, il annonce que là, peut-être qu'il va faire quelque chose pour faire baisser les prix. Et le vendredi, tout ça, c'est dans la même semaine. Ouais. Le vendredi, il annonce qu'il va baisser les tarifs sur un paquet de produits pour faire baisser les prix. Puis là, si tu détricotes ça un peu, tu dis, attends là. Ça marche pas, là. Si monter les tarifs n'augmente pas les prix, pourquoi baisser les tarifs les ferait baisser les prix? Alors, on est vraiment dans de la gestion de... Il y a un problème électoral et il faut que je le règle. Et on voit à quel point c'est en train de le rattraper parce qu'il y a une colère qui gronde aux États-Unis. Il y a un récent sondage à Fox News. La majorité des Américains pensent que là c'est plus l'économie de Joe Biden, là, c'est celle de Trump. Donc, si ça va bien ou ça va mal, c'est grâce ou à cause de lui. Et le 3/4 des Américains sondés disent que l'économie va pas bien. Ça, c'est des signaux qui font allumer des lumières d'alarme chez les républicains. Et outre Trump lui-même, il y a un paquet de républicains qui là, ont vu les résultats électoraux mardi dernier et voient qu'il y a une colère qui gronde. Et là, les mi-mandats s'en viennent. Il ne faut jamais oublier ça. Le génie de la Constitution américaine, c'est qu'à tous les 2 ans, il y a un nouveau gouvernement. C'est pas juste Trump, le gouvernement. J'ai le sondage devant moi pendant qu'on parle. Là. C'est celui vraiment, j'ai ici, je pense que c'est le 16 novembre. Là. Selon les conditions économiques, donc le National Economic Condition, on dit 25 % les gens trouvent que c'est bon, puis on a 76 % qui disent c'est poor, c'est pas très bon, puis les finances personnelles, c'est 40 % bon et 60 % mauvais. Fait qu'on voit que l'écart est assez impressionnant. Là. Oui, et à la fin, pourrait s'obstiner sur est-ce que réellement l'économie va bien ou pas, mais si toi, tu penses que ça va pas bien, ben c'est pas mal ça qui va guider le choix de ton vote. Tu as tout à fait raison. C'est 60 % pour le prix de l'alimentation qui est trop élevé. Les gens pensent, c'est fou, là. Je sais que là, je lis un peu, mais tu sais,
Oui, Trump, par exemple, a fait sauter les tarifs sur quoi, là? Sur les bananes, sur le thé, sur le café, des choses tous les jours à l'épicerie, là. Ouais. Et Trump n'est pas la cause de l'augmentation de tous les prix, Ouais. mais clairement, il n'y a pas possibilité de réconcilier augmentation de tarifs et baisse de prix. Et le seul indice où il y a une tendance favorable, de ce que je vois, c'est uniquement au niveau des frontières. Qu'il y a une légère avance de 53 %. Le reste, là, la position défavorable est plus élevée. Les frontières, ça veut dire, en gros, l'immigration illégale. Exact, c'est ça. 53 %, c'est pas exactement gigantesque, alors que c'est une de ses promesses 53, cardinales. 45, ouais. Il a certainement contribué à réduire l'immigration illégale, mais là, à un moment donné, il y a des choses. Puis là, c'est pas un débat sur est-ce que c'est bon ou mauvais. non. C'est si tu décides que tu sors des gens du pays. Rappelons, les illégaux, c'est 11 millions de personnes aux États-Unis, là. Et ces 11 millions-là, il faut le rappeler, ils ne sont pas cachés en dessous des ponts. Ils ont des jobs. Ils travaillent. Alors, il y a un vieux film, je ne saurais pas comment le retrouver, il faudrait que je le google, mais qui s'appelle « Le jour où les Mexicains sont disparus ». Et là, l'idée, c'est la personne sort de chez elle, puis là, il n'y a personne qui coupe son gazon. Après ça, elle arrive comme au service à l'auto dans un Tim Hortons ou un McDo. Il n'y a personne pour faire le service. Puis là, puis elle arrive pour se stationner, puis la personne, normalement, à la barrière du stationnement, n'est pas là. Puis, à un moment donné, si tu enlèves tous ces gens-là, ça a un impact sur la main-d'œuvre, ça a un impact sur l'économie, ça a un impact sur les délais et sur les coûts. Alors, ça, tout est possible sur le long terme, mais à très court terme, c'est un choc qui crée soit des disruptions ou, ce qu'on voit beaucoup, de l'incertitude. Je savais que c'est un film qui me disait quelque chose, c'est A Day Without Mexican. Oui, c'est ça, 2004. un jour sans les Mexicains. Ouais. Et c'est fascinant de voir là, comment... puis il faudrait le voir un peu comment... si on faisait quelque chose comme ça chez nous, mais au fondement de la chose, plus il y a d'incertitudes, plus les gens vont se dire, bien, je vais attendre avant d'emprunter pour acheter une maison. Je vais attendre avant de renouveler ma voiture. Puis je pense que là, présentement, Guillaume, c'est ça qu'on vit au Québec. Ben, au Québec, ça doit être le Canada aussi, parce que là, il n'y a plus rien qui se consomme. C'est sûr qu'on est dans le mois de novembre. C'est une période qui est plus tranquille économiquement. Mais là, si on parle de concessionnaires de camions, de vendeurs, tout est au point mort. Fait que c'est l'incertitude qui fait que c'est un ralentissement. Mais moi, je dirais que... Où on est plus en récession. Pire que les tarifs, ce qui fait le plus mal, c'est les incertitudes. Regardez, là, Trump, une journée, c'est les tarifs. Le lendemain, c'est pas de tarifs. Une journée, il annonce des tarifs, puis il les met pas en œuvre. Une journée, le Canada est coupable à cause du fentanyl, alors qu'il n'y a pas rien pour attacher ça proche de la réalité. Le lendemain, on serait les meilleurs amis du monde, puis on devrait être un État américain. Fait que face à ça, ça reste quand même, résumons l'économie du Canada, la moitié de notre richesse collective vient des exportations, puis le 3/4 de ça va aux États-Unis. Alors, c'est sûr que ça cause énormément de bouleversements, là. Et il n'est pas possible de se détacher complètement de l'économie américaine. C'est pas souhaitable non plus. C'est lié. Mais il y a une volonté, ça nous a rendu, pas paresseux, mais c'est confortable. C'est un des plus gros marchés du monde à côté de chez vous. Tu le prends. Puis que tout ce que tu as à faire, c'est de le mettre sur un flatbed puis de l'envoyer en camion à côté. Tu le fais. Bien, c'est plus facile que de l'envoyer en Europe. C'est plus facile que de l'envoyer en Asie. Officiel. Alors, développer des marchés hors des États-Unis, c'est plus difficile. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise opportunité, mais c'est c'est temps plus aussi. dur C'est que ça. Il y a un les océan. États-Unis. Est-ce que tu penses que le Québec est la province qui est le plus affectée par les taux? C'est difficile de dire. Plus affecté par les taux. Les taux des États-Unis? Si Allez. si on fait le comparatif à l'Ontario ou au Nouveau-Brunswick, les provinces qui nous C'est un touchent. peu difficile. D'abord, il faut rappeler que on est sauvé ici par l'ALENA parce que à peu près là, 9 affaires sur 10 est couvert par l'ALENA, puis les tarifs ne s'appliquent pas. Là où il y a des enjeux, c'est l'incertitude que ça crée, les délais que ça impose aux douanes, la complexité des choses. Le Québec est une économie comparée à l'Ontario. Effectivement, oui. Alors, l'Ontario, c'est davantage une économie de très grandes entreprises, surtout l'entreprise automobile collée sur la frontière. Nous, le Québec est une économie plus diversifiée, ce qui fait que quand ça va mal, ça tombe plus vite en Ontario, mais ça recommence aussi plus vite. Chez nous, comme l'économie est plus diverse, ça va tomber aussi, mais plus lentement, mais la reprise est aussi plus lente. Parce qu'on exporte beaucoup en Ontario Comme nous, aussi. on a beaucoup de PME, bien là, les PME sont par nature plus agiles, mais plus fragiles aussi. Alors, si, par exemple, toi, tu es une PME, puis le 3/4 de ta business est aux États-Unis, tu as moins de marge de manœuvre. La capacité pour les PME d'ouvrir des marchés à l'étranger, en Europe et en Asie, elle est
moins grande parce que dans une PME, tu as comme moins De ressources. Pensez à une équipe de hockey, là, tu joues avec moins de trios. Eh oui, Tu t'as n'as moins pas de un club école toujours prêt à remplacer. Fait que ça t'oblige à être beaucoup plus, je dirais, c'est comme si tu avais le doigt sur le pouls de la chose. Tu es toujours plus fragile. Alors, ça nous touche, c'est sûr. Est-ce que les taux qui sont là présentement, dans 3 ans, ou dans 3 ans, il y a un autre gouvernement aux États-Unis, est-ce que les taux qui sont là vont rester où le gouvernement américain peut les ôter? Parce que j'écoutais un petit peu... Je t'écoute beaucoup, là, mais il y a beaucoup de spécialistes qui disent même s'il y a un autre gouvernement dans 3 ans, les taux vont rester en vigueur. Est-ce que c'est vrai, ça, ou c'est pas? C'est ce que j'entends, moi aussi. Est-ce que c'est vrai, ça? Moi, j'ai envie de dire... D'abord, j'ai envie de vous dire, personne ne sait, puis moi, en tout cas, je ne le sais pas. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. D'abord, la question constitutionnelle. Les pouvoirs du président, le président américain, c'est pas un roi. Il n'y a pas tous les pouvoirs, là. Alors, il y a plein de gens aux États-Unis qui disent, puis là, ça s'en va en Cour suprême, là, d'ici l'été, on va le savoir. Est-ce que Trump a le droit de mettre ces tarifs-là? Parce qu'aux États-Unis, la politique commerciale étrangère appartient au Congrès, pas au président. Il y a des lois qui permettent au président d'agir à la marge, mais comme à la fin, un tarif, c'est quelque chose que les Américains payent, ce serait un peu attribuable à une taxe, mais ça, c'est la juridiction du Congrès. Fait que la grande question, puis la Cour suprême va se baser là-dessus, les pouvoirs du président commencent et arrêtent où? Ouais. Alors, si demain matin, imaginons le scénario, la totale, la Cour suprême, je ne pense pas que ce sera exactement ça, mais la Cour suprême pourrait dire les tarifs sont illégaux. Mais ça voudrait dire que Trump va être obligé d'envoyer un chèque à tout le monde qui a payé des tarifs. Ah ouais? Oui, parce que si moi, j'ai perçu un tarif Que tu n'avais pas à faire illégalement... avoir. Faut qu'il te rembourse. Ben, c'est ça. Alors là, vous imaginez le bordel total. Ça se peut que ça aille pas jusque-là. Il va y avoir un plan B. Je ne pense pas que Trump lui-même va reculer sur les tarifs. Je ne pense pas non plus que si c'était J.D. Vance, parce que Trump, c'est pas lui le pilier intellectuel de la chose. Et J.D. Vance? Il y a J.D. Vance, il y a Steve Bannon et autres, eux qui voient le monde comme les États-Unis étant devenus trop vulnérables au marché extérieur, la Chine. Mais là, tu pourrais dire, ben non, pour se battre contre la Chine, ça prend un bloc. Le Canada fait partie de ce bloc-là. Il y a l'ALENA qui va être à renégocier bientôt. Et on a plein de choses que les États-Unis ont besoin. Alors, comment ça va virer tout ça, c'est loin d'être clair. Est-ce que si c'était les démocrates demain matin, ils vont enlever tous les tarifs sur tout? Je pense pas. Je pense pas, hein? On dit souvent une bonne taxe est une vieille taxe, dans le sens où elle est comme déjà acceptée. Elle est déjà en place. Mais est-ce que les tarifs vont être appelés à baisser sur plein de choses? Moi, je pense que oui. Ah ouais? Parce que si je ne suis animé que de la santé de l'économie américaine, prenons l'aluminium. Moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça m'inquiète, là. Alors, aux États, il y a de l'aluminium dans tout. Un peu comme du sucre dans les produits, produits transformés, il y en a dans tout. Il y a de l'aluminium dans les voitures, il y a de l'aluminium dans l'informatique, il y a de l'aluminium dans l'industrie, il y a de l'aluminium pour faire les canettes de bière de Budweiser. Alors, nous, on représente à peu près 1 lingot sur 2. Alors, augmenter le prix de l'aluminium, c'est comme faire une grosse dose d'injection d'inflation aux États-Unis, là, parce qu'il n'y a pas de lingot de remplacement quelque part. Alors ça, je m'attends à ce que ça saute, pas par bonté pour le Canada, parce que c'est dans l'intérêt des Américains. Je me fais l'avocat du diable. Je peux, oui. Je me fais l'avocat du diable. J'en ai un autre bon après. Vas-y, parce que j'ai peur que tu perdes ta question. Ouais, tu me connais pas. Oui, c'est ça. Il me connaît. Mais depuis que Doug Ford a fait la publicité, puis que Donald, je l'appelle Donald, a pogné les nerfs, puis a fait... il a pogné les nerfs, puis a fait, c'est terminé. Y a-t-il des discussions qui ont recommencé depuis ce temps-là? Oui. Là-dessus, alors, moi, je suis pas dans le secret des dieux, Oui. là. Alors, on va détricoter ça un peu. Okay. D'abord, Elle était compliquée un peu, là. mais la pub de l'Ontario, Ouais. évidemment que ça a piqué. Mais moi, je pense que c'est Mais c'était vrai. C'est un discours authentique de Ronald d'abord, Reagan. J'ai c'est ça. écouté. Trump dit c'est du fake news, ils ont trafiqué le discours. Moi, je connais très oui. bien ce discours-là. C'est exactement ça que Reagan pense. Reagan faisait des discours contre ce qu'il appelait les charlatans de l'intérêt national. Hein, ceux qui vous font croire que c'est dans votre intérêt, mais qui, dans les faits, vont nuire à l'économie, vont nuire à votre entreprise, vont vous nuire à vous. Reagan, là, il n'y a pas de tolérance pour les tarifs chez Reagan. C'est le patron du libre-échange moderne, là. Alors, de prendre Reagan pour parler aux Américains, moi, je pense que c'est un coup de génie. Maintenant, que ça pique Trump et qu'ils disent « Bon, ben, je suspends les négociations. »
chez Trump, comme il ne faut jamais trop se... Je dirais, il faut pas se conforter trop quand il dit quelque chose qui fait notre affaire. Il ne faut pas non plus trop s'énerver quand il dit quelque chose qui va contre nous. Parce que ça ne veut rien dire. Chez Trump, ça ne veut pas dire que demain, là, il est pris parce qu'il a dit hier. Ouais. Alors, ça l'a piqué. Moi, je pense que c'est efficace. Et c'est pas l'Ontario qui, la première, a commencé à faire circuler la vidéo de Reagan, là. Moi, je l'avais mis en ligne il y a quelques mois. Beaucoup d'organisations américaines. C'était pas. Ça fait longtemps que c'était. Mais tu l'as. En fait, c'est de toi que je l'ai entendu parler parce que tu en avais parlé dans les derniers mois de ce discours-là. OK. Puis, en même temps, Trump, j'ai vu son bureau, c'est un des premiers cadres à sa droite qu'on voit. C'est Ronald Reagan qui est installé là. Si je me trompe pas, je pense que c'est Ronald Reagan. Oui, c'est un héros chez les républicains, exact, puis il y a un paquet de républicains. Mais c'est un président qui a été très, très marquant. Là, je veux dire, Oui, Ronald c'est un Reagan, président transformationnel. Exact. C'est-à-dire, on peut évaluer là, les premiers ministres comme les présidents, Ouais. comme il y en a que le pays est différent de avant et après. Ouais. Et l'ultime legs d'un président ou d'un premier ministre, c'est est-ce que quand l'opposition arrive au pouvoir, il continue à opérer sur les mêmes fondamentaux? Donc, par exemple, au Canada, Ouais. il y a le Canada avant Brian Mulroney, Ouais. puis il y a le Canada après. Ouais. Avant Brian Mulroney, le Canada est relativement désengagé au plan international et protectionniste plus que libre-échangiste. Alors, tout ça est Ça transformé. l'a là. transformé. Même chose aux États-Unis. Il y a avant Reagan, puis après Reagan. Puis on opère encore aux États-Unis sur les fondamentaux Reagan. Alors, il y a plein de gens aux États-Unis qui faisaient d'abord circuler ça. Il faut garder, nous, en tête que le Canada, c'est pas le Canada qui va faire changer d'opinion Donald Trump. Jamais. Je sais que je vais loin un C'est peu. les mais- Américains ouais. qui vont faire ça. Mais on sortait, puis là, je déborde un peu, mais c'est intéressant. On sortait avec l'arrivée de Reagan, puis moi, je ne suis pas un expert, fait que je te pose la question, de quelques années pâles et fades aux États-Unis, avec Gerald Ford, avec... il est décédé dernièrement, j'ai perdu son Jimmy nom. Carter. C'est ça, Jimmy Carter. Le mandat qui s'est terminé vite de Nixon. Fait que les dernières années aux États-Unis, c'était un peu à Il y l'image avait- de... alors, c'était une époque Ouais. de... d'abord, il y a les fondamentaux Ouais. qui mangent tout le reste au déjeuner. Alors, il y avait eu le choc pétrolier, il y avait eu une crise de l'inflation. Ça, là, peu importe qui est au pouvoir, ça vient là, comme te scier les deux jambes. Ouais. Alors, tout ça arrive à travers le monde. Les gouvernements qui ont eu à subir ça sont devenus très impopulaires. Puis, il y avait cette idée de peut-être qu'on est moins puissant qu'avant, peut-être qu'on est rendu ailleurs. Reagan, souriant, rayonnant, Ouais. arrive en disant « Je refuse cette idée du déclin ». Mhm. Donc, déjà là, il y avait quelque chose. En plus, quand lui arrive, l'économie se replace tranquillement. Alors, il y a aussi là, c'est comme les saisons. Là. Ouais. Par exemple, si tu te fais élire au mois de mars, c'est pas toi qui fais que l'hiver arrête, mais tu vas bénéficier du beau temps. Alors, il y a un peu de ça exact. chez Reagan, mais il prend aussi des politiques qui changent radicalement la manière dont les choses fonctionnent aux États-Unis, mais il est emporté dans une vague de croissance économique assez extraordinaire, Ouais. et il en a la paternité. Puis il y a cette posture très différente face aux Soviétiques, par exemple. Ouais. Quand il dit « on va faire le programme Star Wars », la course à l'armement avait aussi comme conséquence directe d'essayer de mettre en faillite le monde soviétique. Mhm. Parce que les États-Unis sont capables d'investir 100 milliards. Ah ouais. Et là, les Soviétiques, eux, pour accoter, mais c'est parce qu'il n'y a rien d'autre, là. Et d'ailleurs, Gorbatchev avait fini par le dire, ça mettait en faillite parce que le monde soviétique ne pouvait pas produire autant de choses ou se développer aussi rapidement que le monde capitaliste. Alors, il y a la fin de la guerre froide, tout ça, ça compte, là. Penses-tu que la relation, nous, en tant que Québécois, Canadiens, on va avoir... que la relation va revenir comme avant avec les États-Unis pour le peuple, là, pour les gens de tous les jours? Là? Penses-tu que ça va revenir? J'ai envie de dire, chaque génération est marquée par quelque chose de majeur. Par exemple, la génération avant moi a été très marquée par la guerre du Vietnam. Ouais, effectivement. Moi, je n'ai pas grandi là-dedans. Ouais. La génération, là, tout le monde là, qui nous écoute, a été marqué quelque part par la pandémie. Ouais. Ça nous c'est marque sûr, encore. Ça nous marque encore. l'arrivée de Trump, surtout Trump 2, Ouais. je pense que ça a créé un choc qui va rester là pendant au moins une génération. Il n'y a personne maintenant au Canada qui va se dire les États-Unis, c'est notre allié, peu importe.
en tout temps, puis jamais les États-Unis feraient ce que Trump a fait. Alors ça va laisser des marques, puis ça va nous obliger... là-dessus, je pense que c'est Jean Charest qui l'a dit qu'un jour, il faudra remercier Trump. Là. Ça va nous obliger à se prendre un peu en main. Un peu comme, par exemple, regardez les J'ai Européens. une bonne question là-dessus, moi. Les Européens là, sont en train de réaliser que peut-être que les Américains ne seront pas là pour les défendre. Alors, ils sont en train de se dire, On va s'armer. on va s'organiser, nous d'abord. Bon, ben nous, là, au Canada, il faudra se dire, qu'est-ce qu'on contrôle? On ne va pas complètement se séparer des États-Unis, mais là, il va falloir mettre de l'énergie pour diversifier nos marchés. Penses-tu que le peuple, les gens du Québec, ont la force morale, physique, de se tenir debout puis de construire des usines pour dire aujourd'hui on est autonome puis on est capable de faire nos choses? Ou on est un peuple qui s'est toujours fié sur nos alliés américains puis on s'est des fois endormi là-dessus? Penses-tu qu'en tant que peuple, nos jeunes, nous, on est capable de faire ça? Moi, je pense qu'il faut qualifier la question un peu, par exemple. Ouais. Par exemple, d'abord, l'autarcie, là, ça n'existe pas, c'est terminé. Alors, il n'y a rien, par exemple, il n'y a à peu près rien dans ce studio ici qui peut être 100% construit. Ici. Impossible. À Longueuil ou au Québec, au Canada. Le monde est mondialisé, puis même si les États-Unis veulent s'en sortir un peu, là, ça ne va pas arrêter, ça. Alors, on aura toujours besoin, quelque part, d'importer, et surtout même à l'envers. Prenons que le Québec. On est une petite société. On est capable de produire beaucoup, mais on ne peut pas que compter sur la consommation intérieure. Impossible pour animer vivre. tout ça. Je donne l'exemple de chez nous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je peux produire beaucoup de lingots d'aluminium, mais si le marché des gens qui achètent de l'aluminium, c'est que les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça ne marche pas, là. Alors, si nous, on dépend de l'exportation, ça veut dire qu'il va falloir importer aussi. Ceci étant, par contre, se prendre en main puis se dire qu'il faut diversifier, l'idée, c'est pas de dire, on comptait sur les États-Unis puis il n'y a pas d'autre chose. Il est normal, un peu comme une entreprise là, qui a un très gros client, je dis souvent, tout ce qui nous rend plus forts ou plus confortables a en son sein un germe de vulnérabilité. Tu as un client qui fait 80% de ta business. C'est pas bon. C'est confortable. C'est pas mais bon. si un jour, ce client-là décide d'aller ailleurs, Ça, on en a parlé souvent. là, tu es plus vulnérable. Là, t'es ça. Mais qu'est-ce qui fait que tu quittes une situation confortable? C'est quoi? C'est que les crises. C'est les crises qui nous font bouger. Dans l'histoire du monde, là, une crise, qu'est-ce que c'est? Ou plutôt, inversons la prémisse. La raison, la force la plus grande qui nous gouverne dans l'univers et nous, dans nos vies, dans nos entreprises, c'est l'inertie. L'inertie, c'est pas qu'il se passe rien. L'inertie, c'est ce qui est, continue à être. Classique, on a toujours fait ça comme ça. Ça va bien, pourquoi on le changerait? Ça, là, ça avance bien, cette affaire-là. Décider de faire quelque chose de différent sans force externe, ça arrive à peu près jamais. Ça, je nous reconnais là-dedans. C'est les crises qui nous font bouger. Dans ce que tu dis, là, c'est un peu... C'est une entreprise, en fait, que tu décris. Une entreprise, tu dois jamais être assis, excuse l'expression, sur tes lauriers. Mais c'est pas naturel de se dire « Je suis trop confortable, je vais essayer de faire autre chose. » Regardez, par exemple, la télémédecine. Regarde, la télémédecine. Intéressant, parce que je suis un client de la télémédecine. Bon, C'est intéressant. Il y a absolument... Ça s'est beaucoup développé avec la pandémie. Oui. On n'a rien inventé pendant la pandémie pour rendre ça possible. Effectivement. Alors, qu'est-ce qui fait que ça n'arrivait pas? C'est les freins culturels. Les lois ne permettent pas ça. Où on est, par exemple, travailler à distance. Il y a plein d'entreprises où ce n'était pas possible. On n'a pas inventé Zoom ou Teams ou Google Meet pendant la pandémie. Tout ça existait avant. Ce qui nous fait changer, c'est des crises. Et c'est juste après qu'on se dit, finalement, c'est parce qu'il y a eu telle crise que j'ai décidé de revoir ma manière de faire, que j'ai révisé ma structure de coûts, que je me suis dit peut-être que je devrais développer des nouveaux marchés, là, c'est difficile. D'abord, c'est des sous, c'est des efforts. Fait que si, moi, je le vois, je travaille avec des entreprises qui me disent on pourrait développer ça, mais ça va tellement bien ce qu'on fait. Alors, ça nous prend. C'est pas vrai qu'on bouge en se levant le matin en disant tiens, je vais me mettre dans le trouble aujourd'hui, je vais risquer. Des fois, la crise, elle est bienvenue pour ça. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose de positif dans ce qui nous arrive avec Trump? Peut-être cette espèce de choc, de ce réveil de on a d'autres marchés ailleurs.
Guillaume, moi, je suis entrepreneur. OK? Puis la force d'un entrepreneur, c'est de voir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. OK? Comme un club d'hockey. C'est en avant de 6 mois, 1 an. C'est ça la force d'un bon entrepreneur. Il faut que tu vois qu'est-ce qu'il y a en avant. Est-ce que tu penses que nos gouvernements, des fois, n'avaient pas la vision ou n'ont pas encore la vision du demain? Peut-être un peu paresseux. Peut-être un peu paresseux? Là-dessus, j'ai envie de dire, je ne veux pas défendre tous les gouvernements ou accuser tous les gouvernements, mais c'est assez rare d'avoir des gouvernements qui veulent plus que les gens qu'ils représentent. Prenons l'élection de 1993 au fédéral est intéressante. Alors, le Canada était dans un état de quasi-faillite. Brian Mulroney et son gouvernement changent des politiques publiques. Par exemple, met la TPS qui va... Puis là, c'est Paul Martin, le ministre des Finances libérales, après, qui va dire « S'il n'y avait pas eu ça, j'aurais jamais été capable. » Puis, on veut réduire les dépenses, puis le gouvernement est massivement impopulaire pour ça. Et Jean Chrétien, lui, se fait élire en promettant de ramener le déficit zéro. Et regardez ça. Et là, Justin Trudeau, lui, s'était fait élire en promettant de faire des déficits. Alors, des fois, le problème peut exister. Il peut être évident. Mais encore là, la nature humaine réagit seulement quand poussée dans ses derniers retranchements. Par exemple, regardez la situation budgétaire au Québec. C'est scandaleux, là. Mais est-ce que ce serait plus facile d'agir maintenant, tranquillement, comme de réorienter le paquebot avant de frapper l'iceberg? Oui. Mais est-ce qu'il y a une volonté politique de dire il est temps de baisser les dépenses? Non. Peut-être pas encore. Mais ça, c'est une question d'élection? Ben, ça revient toujours à ça. C'est que ça, ce soit hein? élection ou entre les élections, C'est parce des que sondages. on dirait qu'avant, c'est ça. On dirait qu'avant une élection, le gouvernement, il rouvre les valves. Puis là, tu sais, il veut garder le pouvoir. Puis Mais à la fin, est-ce que on est-tu capable? que ce soit de baisser ou augmenter les dépenses avant une élection, ça, c'est comme de jouer un petit peu là, sur le rond, là, mais c'est pas énorme. De dire, nous allons nous réorienter vers une politique de dépenses fondamentalement différente, mais là, ça a des coûts. C'est pas gratuit, où on dit, OK, on veut transformer notre système de santé ou système d'éducation. Il y a peu de gouvernements qui sont capables d'aller plus loin que là où veulent aller leur monde. Un peu comme tu guides quelqu'un en forêt, mais si tu es trop loin en avant, tu es père. Mais si tu es en arrière, tu n'es plus un leader. Non. Fait que ça, c'est très difficile. Est-ce qu'on aurait dû, par exemple, est-ce que le Canada ou le Québec aurait dû diversifier ses marchés davantage? Oui. Il y a 30 ans, Ah oui? il y a 20 ans, Ben, il y a 10 ans, il y a 5 ans. Alors, pourquoi on a attendu là? Ben, c'est parce que la crise, la pulsion de faire quelque chose de différent n'était pas encore assez grande. Belle personnalité, mais non. Pis ça? Ben là, plus jeune que ça, quand même. Attends. Oh ouais. Oh ouais? ouais. Quand t'as du choix, c'est facile de trouver. Le centre du camion Gamache. 700 camions, toutes les marques, un seul endroit. Groupegamache.com. J'ai une question. Moi, je veux t'amener encore au niveau de la politique américaine, mais je veux relier ça au transport. Puis on parlait tantôt avant de rentrer en ondes. J'ai trouvé ça tellement intéressant. On est arrivé sur l'aspect du just-in-time dans le transport. Puis, tu sais, on parlait, tu sais, on avait visité des usines, puis que tout arrivait, puis on s'est aperçu que même les États-Unis dépendaient de tous les autres pays pour, mettons, un produit X. Mettons, on veut bâtir Carl. Sa casquette vient de telle place. Hein, Carl, Tu vas avoir de la misère à me bâtir. Ouais, c'est pas grave. Te débâtir. OK. Mais c'est ce que tu as dit, tu m'as dit une phrase que j'ai trouvée qui m'a marqué. C'est comme si, mettons, on avait 40 ans, on a pris 40 ans à bâtir un système qui fonctionne aujourd'hui, puis tu as le président qui décide peut-être dans les 6 prochains mois, les 6 derniers mois, d'un peu déconstruire tout ça. Parce que le just-in-time, forcé d'admettre que ça a amené quand même des emplois, ça fait vivre le transport, ça fait vivre des milliers, des millions d'entrepreneurs. Ça a surtout d'entrepreneurs. diminué les coûts. Parce que chaque entreprise, là, avant, le just-in-time, ça ne date pas d'hier, mais Non. ça s'est mis en place sur des décennies, puis c'est devenu extraordinairement raffiné. C'est l'idée qu'avant, chaque entreprise avait un entrepôt gigantesque pour un inventaire de 6 mois, 1 an, etc. Mais pendant ce temps-là, tu l'as payé, là. Fait que l'idée, c'était, est-ce que je peux me débarrasser des coûts dont je n'ai pas besoin? Hein, si je pose, je ne sais pas moi, un morceau de plastique sur une pièce en général ou j'installe une porte sur une voiture, pourquoi j'aurais 1 an de porte en réserve alors que je peux en poser 150 dans une journée? Je devrais me faire livrer 150 portes tous les matins. Et tranquillement, c'est ça qui s'est mis en place. Et pour rendre ça possible, c'est international. C'est devenu... C'est comme si l'industrie de la logistique, du transport, maritime et ferroviaire, mais surtout par camion, c'est devenu
l'architecture, ou plutôt le catalyseur qui a rendu tout le reste possible. Mais une fois que tu commences à mettre ça en place, puis tu commences à construire des usines sans inventaire ou à très peu d'inventaire, tu ne vas pas détricoter ça du jour au lendemain. Non, impossible. Et c'est là où les politiques de Trump, quelque part, au meilleur de leur vision, même si je ne suis pas d'accord, c'est on veut envoyer des signaux pour que vous dépendiez de moins en moins de l'étranger. Même si ça coûte plus cher. J.D. Vance l'a dit, là. Au nom d'avoir une industrie locale avec des travailleurs locaux, ça ne me dérange pas que le grille-pain coûte plus cher. C'est un choix. Puis là, ben, en termes de vote, ça va être un enjeu, là, parce qu'il y a pas mal plus de gens qui achètent des grille-pains qu'il y en a qui en construisent. Mais c'est là où le maritime, le ferroviaire et le camion, c'est les globules rouges qui permettent au corps économique de fonctionner. Et là, si tu arrêtes de fonctionner ça, bien, le reste s'effondre. Je me mets à la place, au mois d'octobre, je pense que c'est le 16 ou le 17, bon, on annonce des tarifs de 25 % sur les produits de l'automobile. Et là, puis moi, je pense tout le temps à Paccard, parce que Paccard, nous, on l'a visité, on va le revisiter la semaine prochaine. On rentre là, puis c'est du just-in-time that's it. Moi-même, en tant que camionneur, je me suis promené en Sydney, Ohio, puis j'amenais des vannes. Puis là, on a compris, quand ils nous l'ont montré, chaque vanne, tout est informatisé. Il n'y a pas d'entrepôt chez Paccard, Sainte-Thérèse. Ce n'est que des vannes qui sont transportées par tous des transporteurs ici au Québec. Mais là, de voir, c'est là où, depuis tantôt, je comprends beaucoup que c'est l'incertitude face à tous ces propos-là qui viennent faire peur. Paccard a supprimé 300 emplois en octobre, plus 180, bien, supprimé mise à pied temporaire, plus 180 dans l'année. Mais ce n'est pas vraiment à cause des tarifs, de ce que je comprends. Les tarifs, c'est une opportunité pour créer de l'insécurité ou... Bien, c'est là que je suis un peu mélangé. Ce que Trump est au meilleur de la logique de sans Trump, avoir des tarifs, mettons que je mets des tarifs, c'est si tu mets ton usine aux États-Unis, bien, il n'y aura pas de tarifs. Mais d'abord, la structure de coût aux États-Unis n'est pas la même qu'au Canada, ou encore moins en Chine ou en Malaisie. Oui, ça, c'est comme... Nous, par exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où on fait tout notre cours en aluminium par les soirs. Là. Ah ouais, exact. Mais là, tu veux construire une aluminerie, c'est merveilleux. Ah, tu as plein d'argent, c'est super. Mais ça prend 10 ans. Bonne chance. Puis une fois que tu as construit ton aluminerie, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il n'y a aucun des intrants pour faire de l'aluminium. Là, la bauxite vient de Jamaïque, du Brésil, de la Guinée. Pourquoi l'usine au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Pas juste une, plusieurs. Pourquoi autant d'aluminium est produit au Saguenay-Lac-Saint-Jean ou sur la Côte-Nord ou dans l'Ouest à Kitimat? C'est parce que tu as un potentiel hydroélectrique gigantesque, parce que un lingot, c'est essentiellement de l'énergie en forme solide. Le plus gros coût d'intrant pour faire l'aluminium, c'est de l'électricité. Fait à moins que les États-Unis aient 14 barrages dont ils ne m'ont pas parlé, bien là, tu vas faire fonctionner comment? Non, c'est nous qui donnons, c'est nous qui vendons ou donnons l'électricité. L'Ontario qui... Exporter de l'électricité sur un fil, parce que s'il y a de l'électricité, s'il y a de la lumière à New York, c'est un peu grâce à nous. Oui, c'est ça, exact. C'est pas tellement différent de lingots d'aluminium sur un flatbed qui s'en va en Californie. C'est de l'énergie en forme solide. Alors, tu veux faire ça fort bien. As-tu l'argent pour le faire? As-tu 10 ans? Et as-tu la main-d'œuvre? Alors, c'est une bonne chose. Quand le capital américain est arrivé au Canada pour construire les alumineries, au début, c'est Alcoa, puis après ça, c'est Alcan. D'ailleurs, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a un boulevard qui s'appelle Mellon. Alors, le Mellon Arena à Pittsburgh. Ben oui, c'est la capitale de l'acier. Ben oui. Et de l'aluminium. Ouais. Alors, c'est pas parce que les Américains se disent on va aller aider les gens au Canada, là. Ouais. C'est parce que économiquement, si tu veux faire de l'aluminium, l'endroit le plus efficace en Amérique du Nord, c'est sur la Côte-Nord, c'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est dans la Mauricie. Ouais. C'est là où ça fait le plus de sens. Ouais. Alors là, on peut revoir nos théories économiques. Si tu veux tout faire toi-même, bien là, ça va coûter plus cher pour tout, ou on se spécialise. Par exemple, là, si on voulait avoir des, je sais pas moi, des avocats, ceux qu'on fait pousser, là. OK. Regardez. Bien, faire pousser ça au Québec, ça ne fait pas de sens. Non, mais ça, je vais t'amener là-dessus. Mais continue, mais la clé pour ça, le prix à payer pour spécialiser nos productions, c'est le transport. Pas de transport, tu es obligé de tout faire localement. Puis peut-être je me trompe. Là, Pauline Marois était au pouvoir en 2014, à peu près, je pense, 2012-2014. Okay. Elle avait parlé, c'est la première que j'ai entendu parler de souveraineté alimentaire. Il me semble qu'elle avait apporté ça, que le Québec, éventuellement, pourrait devenir souverain alimentaire. Moi, à part Savoura, à Mirabel, je ne connais pas beaucoup de serres ou les serres Lufa qui sont maintenant au marché central, au 3e étage du Walmart. Tu sais, je connais... Mais là, j'avais entendu parler un jour que la 30 pouvait devenir un corridor de serres pour faire pousser des légumes à l'année longue.
Mais tu sais, ça ne peut pas arriver. C'est pour ça qu'on est dépendant de ces avocats-là, comme tu dis, qui arrivent du Mexique, qui débarquent à Laredo, qui s'en viennent ici. Ben, ça a un impact sur... Je me souviens quand moi, j'ai grandi assez proche de mes grands-parents. Ouais. Il n'y a pas si longtemps, au Québec, on mangeait du navet, des carottes puis des patates. Mais qui poussent toutes Les ça, patates aux Saint-Rémy, couleurs, hein? Alors, regardez aujourd'hui ce qu'il y a dans nos assiettes. Vous avez un portrait assez évident de la mondialisation. Mais en même temps, regardez, nous, par exemple, au Québec, on a une grande industrie porcine. Ah oui. Ben, les 3 plus gros marchés qui importent notre porc, qui fait vivre un paquet de monde au Québec, c'est la Corée du Sud, c'est le Japon, c'est la Chine. Et là, tu ne peux pas l'avoir, dire beurrer des deux bords. Là. Tu ne peux pas dire c'est merveilleux quand les gens d'ailleurs achètent nos produits à nous, mais nous, il faudrait acheter absolument rien d'ailleurs. Ça marche pas. Alors, après ça, tous les produits ne sont pas égaux entre eux. Il y a des choses de nature stratégique. Par exemple, la sécurité nationale. Par exemple, puis là, c'est l'enjeu de pourquoi Taïwan est un cas, c'est si demain matin, là, tout ce qui fonctionne, là, de vos camions à mon grille-pain, à vos téléphones cellulaires, bien là-dedans, il y a des puces qu'on appelle les semi-conducteurs. Ah, qui sont supposément en Arizona bientôt. L'usine va être construite bientôt. Ben, alors, mais ça, je m'excuse 90 des puces de première qualité sont faites à Taïwan. Ouais. Mais ça devient, encore là, ce qui est confortable, c'est une vulnérabilité. Et là, si vous voulez avoir une idée de ce qu'on peut décider de réimporter ça, Biden voulait le faire, Trump veut le faire, ça, c'est pas un enjeu, là, je dirais, partisan. Bien là, il faut savoir que, par exemple, je vais vous donner l'exemple, la phase 1 d'une usine comme ça, la phase 1, c'est un investissement de 13 milliards. Oh! Et quelques années. Alors, tu peux réimporter, mais ces choses-là se font sur des décennies. Alors, c'est là où un Trump qui arrive puis qui dit le lundi, on met des tarifs, puis le vendredi, on enlève des tarifs. Mais Guillaume, les gens se disent ça, c'est pas sérieux. il n'est pas conscient de ça, lui. Je pense que... Sur quelle planète qui vit, ce gars-là? Sur la sienne. Oui, mégalomane. Sur la sienne. Il y a un peu de ça. Il n'y a pas personne qui peut dire Monsieur Trump, pouvez-vous m'écouter, s'il vous plaît? Non. Et puis là, ça ne fonctionne pas. Non. En privé. C'est je suis sûr qu'en privé, il y a... Y a-t-il quelqu'un qui dit en privé, Donald, Monsieur Trump, ça marche pas, là. Qu'est-ce que vous mettez en place, là? Ça va détruire, ça va faire mal à la planète entière, parce qu'il a fait mal à la planète entière. Un homme a fait mal à la planète. Oui, mais il y en a, par exemple, d'abord, que ce soit Trump ou un autre, là, mettons Biden ou Obama, il y a toujours quelqu'un qui vient dans ton bureau pour te dire que ce que tu fais, là, ça n'a pas de bon sens. Parce que son impact sur lui est plus grand. En prenant un exemple très local, je dis, moi, je pense que je vais permettre à Uber d'exister au Québec, et à Lyft, et à Eva, et à d'autres. Bien, quand les chauffeurs de taxi étaient dans le bureau, eux autres disaient, ça n'a pas de bon sens. Bien, où est l'intérêt général? Puis là-dessus, bien, c'est dans l'œil de celui qui regarde. Des gens qui rentrent dans le bureau de Trump pour dire les tarifs, ça n'a aucun sens, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pensez, par exemple, à Walmart. Pensez à Apple. Apple, là, pourquoi il colle Trump autant? C'est que quand Trump a menacé de mettre des tarifs de ça montait les ils sont débarqués dans le bureau, puis bizarrement, il y a une exception qui a été travaillée juste pour eux. D'ailleurs, Trump, s'il y a quelque chose d'évident dans sa Maison-Blanche, c'est avant, c'était des régimes généraux. Donc, on est tous égaux devant la loi. Là, c'est le festival des régimes d'exception, à la gueule du client. Es-tu proche du pouvoir ou pas? Et c'est pour ça que des géants comme Apple ont eu le droit à une exception qui fait très bien leur affaire. Mais là, ça, c'est un énorme désavantage pour les plus petits joueurs. C'est ça. Les grands perdants d'un système où c'est les puissants qui sont capables d'avoir des exceptions, c'est les PME aux États-Unis. Donc, eux, ils n'ont pas la capacité de dire hey, « moi, j'importe 80 de mes intrants de la Chine. » Il n'est pas capable. Alors, les très gros vont toujours essayer de s'en sortir un peu plus, mais pensez-vous vraiment que les fabricants automobiles aiment ça que leur aluminium coûte plus cher? Mais absolument pas. Non. Alors, ils font d'énormes pressions, puis le temps les aide. Alors, si Trump a décidé de reculer assez privément sur la banane, le thé et le café, c'est pas parce qu'on veut produire des bananes aux États-Unis. Il y a eu de la pression. C'est parce qu'il y a eu de la pression. Puis il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui font beaucoup de pression à la Maison-Blanche. Puis là-dessus, moi, je pense que le temps joue en faveur d'un retour vers plus de libre-échange que moins. Donc, le pays est un peu rené à son image, c'est-à-dire une business. Il y a l'idée de... Il y a plein de choses. D'abord, il n'y a jamais une seule personne qui fait fonctionner les États-Unis. Ouais. Et même dans son camp à lui, ils ne sont pas tous d'accord, là. Il y en a qui veulent avoir des tarifs, mais essentiellement que sur la Chine.
Il y en a d'autres qui sont carrément isolationnistes. Il y en a, prenons le cas de l'Ukraine, qui pensent qu'il faudrait mobiliser davantage pour battre Vladimir Poutine une fois pour toutes. Puis il y en a d'autres qui disent on n'a rien à faire là. Ouais. Là, cette semaine, ils n'ont pas dit donner tout à Poutine? Ben, c'est une rumeur qui est sortie, mais encore là, c'est intéressant. Même si plein de gens disent que ça n'a pas de bon sens, il y a plein de leaders américains qui disent il n'y en a pas question, là. Alors, Trump n'est que le représentant de ce qu'il dit au moment où il dit. Il est le chef d'une coalition très variée. Là-dedans, il y a des gens qui sont des faucons qui voudraient faire sauter des régimes à l'étranger, comme au Venezuela, par exemple. Ouais. Puis il y en a là-dedans qui disent les problèmes à l'étranger, c'est pas nos problèmes. Réglons les nôtres. Alors, tout ça là, à garder ensemble, mais ça, c'est pas propre à Trump. La coalition Reagan était assez diversifiée aussi. Il y a des libertariens, puis des gens qui pensent que comment tu peux être libertarien puis avoir des règles sur la morale sociale, par exemple. Alors, il faut toujours garder ça ensemble. Moi, je pense à quelque chose. Je veux t'amener ailleurs, OK, dans la politique américaine, parce que des fois, puis c'est pas du tout une opinion que je donne, c'est vraiment, je regarde un peu ce qui se passe sur Internet. Parfois, on peut avoir beaucoup de défauts, peut-être avoir certaines qualités en termes de protectionnisme ou certaines qualités en termes de sécurité intérieure, OK? Là, je vois un mouvement que je n'approuve pas, mais qui travaille fort aux États-Unis, c'est la maîtrise de l'anglais, OK? Je remets dans le contexte un peu. Le 20 mai dernier, le secrétaire américain avait signé un ordre ministériel comme quoi qu'il y avait des nouvelles lignes directives visant à renforcer l'application de l'exigence de maîtrise d'anglais à partir du 25 juin 2025. On s'est tout dit dans l'industrie du transport, ça existe déjà, parce qu'il faut avoir une certaine maîtrise de l'anglais. Aux douanes, on nous challenge un peu. Il ne se passera pas grand-chose, ça ne changera rien. Arrive un accident en août ou en septembre, il y a un camionneur de nationalité indienne, basé en Californie, avec un permis obtenu, selon ce qu'on a su de manière obscure dans l'État de Washington, qui tue 4 personnes en voulant faire un U-turn sur le Turnpike en Floride de manière... Bon. Il est arrêté, et là, c'est la folie furieuse, ça part aux États-Unis. Tu as le secrétaire au transport Duffy qui dit, bon, bien maintenant, on va appliquer les règles les règles. Et là, on voit de plus en plus, moi, je pensais que c'était du cinéma, mais non. Le ICE, la police de l'immigration. La police d'immigration frappée dans des truck stops. Guillaume, en ce moment, les vidéos sont partout. Et arrestation par-dessus arrestation. Même que dans le Kansas, il y a 3 jours, ils ont retrouvé un prétendu terroriste qui était recherché, qui était camionneur. Là, je me dis, est-ce que c'est vraiment une politique qui va rester à long terme de voir... Parce que quelqu'un va dire, parfait, tu sais, je veux pas... Parfait, ils sont en train de faire le ménage, ci, ça. Mais là, on voit ça à coût de 5-6 000 permis de conduire qui sont spotés, comme quoi qui sont frauduleux. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose aux États-Unis. Là, je prends juste le camionnage parce qu'on est là, mais je suis persuadé qu'un chauffeur de taxi ou... je vais loin un peu. Mais... Il y a un cadre général. Là. D'abord, il y a une... par exemple, prenons le cas des illégaux aux États-Unis au général. Si ces gens-là ont des jobs, ça doit bien être parce que les employeurs sont complices. Bien, comme le transport. Alors, c'est sûr. Pendant des années, le pouvoir politique Tout à fait. était très heureux de regarder ailleurs. Accepté. Parce que si demain matin, on avait dit, si tu te fais prendre avec un illégaux et on va l'appliquer religieusement, il y a beaucoup, beaucoup d'employeurs qui auraient été dans le gros trouble. Ouais. Alors, c'est sûr que les employeurs faisaient partie de la gamique. Le mouvement MAGA, c'est justement un peu de se rebeller contre les élites aussi corporatives. La branche radicale. Qui disent, un instant, là, vous n'appliquez pas nos lois parce que ça vous arrange. Puis s'il y a trop de travailleurs illégaux, c'est une pression à la baisse sur les salaires. Alors, une volonté d'appliquer pas juste des nouvelles lois, mais les lois qui existent déjà, où tout le monde était un peu dans la collusion de ne pas les appliquer. Je reviens du Mexique. Oui. Alors, j'avais une conversation avec quelqu'un qui est un chauffeur d'autobus longue distance. Beaucoup de ses amis étaient camionneurs. Et lui me parlait de ça. Qu'aux États-Unis, maintenant, les camionneurs étaient arrêtés, puis on vérifiait leur anglais. Puis là, il y a des Mexicains qui retournent au Mexique parce qu'ils ne pourront pas fonctionner. La volonté générale de l'administration actuelle, c'est de sortir le plus de gens possible du pays. Et une mesure comme ça, non seulement serait peut-être nécessaire au niveau de la sécurité publique, mais elle serait compatible avec une volonté générale beaucoup plus grande de trouver toutes les manières possibles de sortir les gens qui ne devraient pas y être. Alors souvent,
il ne manque pas de loi pour que quelque chose arrive, il manque une volonté de l'appliquer. Alors ça va avoir un impact, c'est sûr. Parce que là, le cas qu'on me racontait, c'est pas le chauffeur en question n'a pas eu l'occasion de juste finir sa run. Non, le camion reste là, puis la personne repart. Ouais, tout de suite. Alors ça, je pense qu'il va y en avoir sous Trump et peut-être même après. Même parce que ça existait beaucoup avant. plus. Là. Ça existe depuis tout le temps, cette loi-là. Ce que je comprenais, c'est que Obama, en 2016, avait... je ne sais pas si c'est un décret qui empêchait les inspecteurs de retirer de la route les conducteurs qui ne maîtrisaient pas l'anglais. Puis là, ça a été ramené. Fait que c'est quelque chose qui existe depuis des années. Je veux dire, c'est pas... Oui, puis il y a toujours eu cette pulsion à savoir comment est-ce que ça va être perçu. Aux États-Unis, l'électorat latino est très important. Ouais. Chez les démocrates, c'était très mal vu exact. un peu de faire quelque chose qui serait perçu comme de la chasse aux latinos. Alors, l'idée de la pulsion pour la langue officielle aux États-Unis, ça revient régulièrement, qui est toujours quelque part déguisée dans une mesure contre les étrangers. Pourtant, tu arrives à Dallas, là, je veux dire, si tu parles pas espagnol, ça peut être difficile. Moi, j'ai déjà été coincé à l'aéroport de Miami. Ouais. Puis finalement, tout le monde se parlait en espagnol. Ouais. Puis après ça, ils se tournaient vers moi et me parlaient en anglais. Ouais, c'est ça, exact. Oui, mais c'est ça. Puis là, je suis dans un aéroport fédéral. Ouais. Alors, en soi, il n'y a rien là-dedans qui est offensant. Ouais. Mais là, quand tu le combines avec l'enjeu de sécurité publique, puis les gens... Oublions que la personne ne parle pas anglais. Mm-hmm. Quelqu'un qui conduit un camion puis qui fait un 180 degrés, un U-turn en plein milieu de l'autoroute, moi, ça me met en colère. Hey. Ouais, c'est la population. Alors, si c'était quelqu'un au Québec qui parlait français comme Molière puis qui avait fait ça, mon premier réflexe, c'est comment ça se fait qu'il a le droit d'être en arrière d'un volant? C'est quoi le processus de qualification? Puis comment ça se fait que quelqu'un n'a pas fait son travail? Puis s'il faut durcir la loi, je vais la faire encore là. Malheureusement, c'est des crises ou des accidents qui nous permettent des fois de prendre conscience que quelque chose a besoin d'être corrigé ou, trop souvent, des lois qui sont des lois dormantes parce que personne ne se dit qu'il faudrait les appliquer. Ouais. On va pouvoir parler éventuellement dans d'autres podcasts parce qu'on est creusé au Québec, Canada, dans une crise. Bien, la même chose qu'aux États-Unis, dans une crise très solide dans l'industrie du transport par rapport au stratagème des chauffeurs illégaux qu'on appelle les chauffeurs Inc. Ça, c'est un autre dossier, mais quand même, on voit la vague présentement d'accidents au Québec. Mais j'aimerais ça qu'on saute un peu de la politique parce que le temps file, là, parce que on parlait... Je vais aller dans l'histoire. J'ai toujours une question. Mais j'aimerais ça qu'on aille... Tu as des anecdotes qui sont vraiment croustillantes, puis je sais que ça va venir aux oreilles de la famille Savard, c'est sûr et certain. Ah, ben, cool. J'aimerais ça c'est sûr que ça va aller dans les oreilles de M. Savard ou de la famille. Transport Juste Savard, qui est maintenant rendu TJS Express avec TFI, mais qui a été vendu dans les années 2016 à regretter Sylvain de Transport Saint-Michel. Mais là, Juste Savard, c'est sûr que c'est... Ouais. Alors, moi, j'ai une petite anecdote, puis c'était pas prévu comme ça, mais on parlait avant d'enregistrer, puis là, vous me parliez de ceux qui font des transports à l'étranger, puis moi, j'en connais une compagnie qui est la Jules Savard. Ouais. Puis là, vous m'avez dit, ben oui, on connaît ça. À l'intérieur. Mais pourquoi moi, je connais ça? Alors, moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean et... donc, on habite à la campagne et la maison est très loin de la route. Alors, on avait une espèce de... Notre driveway, si vous voulez, notre chemin d'accès, c'est au moins 400 pieds. Tout ça est en gravelle. Et un jour, il faut le relever de 3 pieds. Et là, bien, il faut commander 72 voyages de camions, de gravelle. Et je ne sais pas comment, mon père connaissait Jules Savard. Et moi, M. Savard est venu manger à la maison. OK. Et là, on est petit, puis son fils Guy était là aussi. Alors, il est venu bruncher à la maison. Puis, nous, les camions de Jules Savard, bien, ils venaient chez nous. Ils venaient domper. Et à un moment donné, on avait été invités à, là, imagine, on est petits garçons, s'asseoir dans le camion pour faire les runs. Les vrais trucks dans le temps. Et là, c'était une grande, grande générosité de Jules Savard qui a probablement donné la commande aussi aux autres chauffeurs. Et en plus, quand on arrivait au pit de sable ou de gravelle, il nous débarquait et il nous embarquait dans le loader. Alors, écoutez, on pouvait faire la journée au complet là. Wow. Alors, ça a été... Quel plaisir, et là, c'est comme ça qu'on a toujours porté attention parce que la signature visuelle des camions, je le savais, est très belle. Alors, on a toujours porté attention. Puis partout où est-ce que je suis au Québec, des fois, j'en croise. Puis ça me fait toujours plaisir de voir ça. Mais oui, j'ai jamais revu M. Savard depuis, mais c'est un homme fantastique. C'est un pan historique du Saguenay. Transport Juste Savard, qui existe maintenant sur la bannière TJS Express à l'intérieur, quand on rentre, là, je veux dire, avant Chicoutimi, je me trompe pas. Oui, c'est ça. En sortant du parc, et je salue tous les chauffeurs, parce qu'il y a des chauffeurs qui sont toujours là, qui chauffent depuis 30-40 ans, qui ont connu l'époque de Juste Savard, les flatbeds, puis là, c'est du transport général, c'est de la boîte maintenant. Mais tu sais,
Parce que lui, il avait des bitrains. Ouais. C'est ça. Oui, ça a été acheté par Saint-Michel, puis là, par Saint-Michel. TFI, exactement. Ok, je comprends. C'est un peu JCG maintenant, Ah, Boutin. ouais. C'est tout ça, là. On est rendu dans les compagnies, Guillaume, là. Il reste encore du temps. J'aimerais ça que tu nous parles de ta passion aussi pour le transport. Tu es passionné, tu fais beaucoup de voyages. Moi, j'ai vu tes voyages quand tu couvrais une partie des élections en 2024. Oui. Quand je te voyais voyager, c'est là qu'on a commencé à se parler un peu. Je t'ai vu, tu voyageais entre Chicago, le Wisconsin, je pense que c'était jusqu'en Iowa. Tu t'es promené parce que tu fais beaucoup de trains. Je trouve ça fascinant. Tu as traversé le Canada. Ben, d'abord, moi, il y a quelque chose il y a qui plusieurs. doit me fasciner. D'abord, il y a plein de choses. D'abord, tout m'intéresse, même Ouais. ce qui ne m'intéresse pas. Puis tout est relié, tout est dans tout. Là, comme dirait mon vieux prof de chimie. Là. J'aime le temps long. Hein, il y a un plaisir à voyager lentement, ne serait-ce que pour se laisser imbiber là, par osmose de ce qu'il y a autour. Ouais. Le train est un aspect fantastique, surtout les trains de long cours, parce que les repas sont non seulement dans un seul wagon, mais en plus, tu ne t'assois pas tout seul. Tu arrives, puis la personne en charge de la salle à manger, disons, toi, tu es tout seul, tu t'assois là. C'est comme chez Schwartz à Montréal. Là. OK. Fait que là, il arrive d'autres personnes, puis tu dois manger avec eux. C'est des tables de 4. Oui, ça, c'est Fait que là, chaque repas est l'occasion de rencontrer pour une première fois ou de revoir quelqu'un qui, lui aussi, fait un voyage, qui arrive de quelque part. Puis là, ben, on parle de quoi? De ce qu'ils vivent, de où ils viennent, comment ils perçoivent. Puis là, ben, pour moi, c'était génial. Là. Qu'est-ce que vous pensez? Quand Trump dit ça, vous entendez quoi? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Par exemple, j'ai eu des gens très chrétiens, très croyants qui me disaient qu'il appuyaient Trump. Puis là, je disais, oui, mais pourquoi? Mais ils me disaient, ben, tout ça, là, je fais un compromis là-dessus, mais pour moi, sa position sur telle chose emporte le reste. Puis c'est pas tellement différent de comment nous, on regarde ça. Combien de fois vous allez voter pour quelqu'un en disant « Je suis d'accord avec tout ce qu'il est et tout ce qu'il dit. » Mais non, on fait un arbitrage puis on choisit ça. Et il n'y a rien que... D'ailleurs, c'est ce qui me rend un peu jaloux de la vie des camionneurs, c'est si on veut comprendre un pays, il faut le traverser. On n'a pas le choix. Et voilà. Ça, et on est tous des héritiers de la là. géographie, on est formés par ça. Alors, quand tu traverses les États-Unis ou le Canada, bien, quand tu es dans les prairies, c'est une vue qui colore ton jugement. Ça change la manière de percevoir l'horizon. Quand tu arrives proche des Rocheuses, c'est autre chose. Quand tu arrives proche de la mer, c'est autre chose. Le type de forêt, j'arrive du Nunavik. Ben, pourquoi est-ce que les gens mangeaient de la viande crue? Ben, c'est parce qu'il n'y a pas d'arbre à couper. Ben, s'il n'y a pas d'arbre à couper, comment tu fais pour te chauffer? Ouais. Ben, c'est de l'huile, mais là, tu n'en as pas tant que ça. Puis c'est Ouais. pas la même, Ouais. la même chaleur. Ouais. Alors ça, c'est des choses qui me permettent de... Chaque voyage comme ça me permet de documenter tout ce qu'il y a autour. Tu as tellement raison. Là, depuis tantôt, je parle pas. Le je voyage parle... forme, hein? Ben, oui. Moi, là, j'ai passé les 6 dernières années à faire In-N-Out Montréal, Californie ou Montréal, Texas. C'est ça que j'ai fait. Alors, des États, j'ai connu tous les États américains. Le classique, à part l'Alaska et l'Hawaï. On dit ça comme ça. Puis encore là, l'Alaska, un jour, j'aimerais ça. Mais c'est effectivement ça. J'ai appris à connaître la mentalité et les propos des gens État par État. Je me suis assis dans des coins en Arizona, pas Yuma, Arizona, dans des McDo, à voir des vétérans de la guerre du Vietnam, âgés, parler entre eux, tu sais, comme mon père, les petits vieux qui prennent leur café au McDo. Mais tu sais, j'ai vu ça. J'ai vu des gens dans l'Iowa, tu sais, j'ai été livré pour des gens qui ont des fermes. Tu apprends à vivre avec ces mentalités-là, ces gens-là. Moi, je me suis imprégné. Moi, je suis un amateur de café. Moi, les cafés, pour moi, la torréfaction, le grain, le café. Donc, moi, là, si tu me demandes quel café entre Détroit, le James Oliver Coffee à Détroit en sortant des douanes, ou le Makusa Café à Rawlins dans le Wyoming, je vais te dire les adresses, je les connais par cœur, je les ai toutes faites. Mais c'est là où j'ai appris à parler avec des gens, puis c'est pour ça que des fois, ça me manque énormément. Pour moi, là, il y a des gens là, qui disent « Ah, les États-Unis, puis j'irai plus », puis je respecte ça. Reste que, puis j'ai fait l'Ouest canadien, j'ai fait la France aussi, puis je me suis promené un peu. Pour moi, les États-Unis, ça a été pour moi une des plus belles découvertes pour travailler dans ma vie, là. Tu sais, à part, je te parlais tantôt d'Oakland, Californie, que j'ai trouvé ça triste, ou une partie de la Californie que je trouve ça plus démoralisant maintenant qu'avant, à cause un peu de la pauvreté qui s'est installée, voir les gens qui vivent dans leur voiture avec des salaires décents. Mais tu sais, j'ai quand même adoré mon trip. Mais c'est moi ce que j'entends de ça, puis c'est d'abord les États-Unis. Oui, c'est un peu comme
Clémence Desrochers, quand elle raconte son voyage en Europe, 12 pays en 14 Oui. jours ou 14 pays en 12 jours est plus sûr. D'abord, les États-Unis, c'est extraordinairement divers. Même la Californie, qu'on pourrait dire c'est la 6e économie de la planète, Ouais. ben, entre Silicon Valley et les quartiers malfamés de Oakland, C'est deux mondes. c'est 3 mondes Ah oui. de différence. Ouais. Au même titre, regardez le Québec. C'est pas parce que tu es venu à Montréal 2 jours que tu connais le Québec. Non. À la limite, c'est pas parce que tu vas à Chicoutimi. Il faut le faire. Une journée que tu connais le Québec. Même moi, là, qui pensais que je connaissais bien mon Québec, j'arrive du Nunavik, qui est le quart de notre territoire, dont j'ignorais tout. J'ai fait, l'été dernier, Montréal-Saint-Jean en vélo. Et pour moi, le Richelieu, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est pas un univers qui est près de moi, je ne le connaissais pas. Et là, tu découvres que le Richelieu, c'est la première grande autoroute qui a permis de développer tout le territoire du sud du Québec. Effectivement. Au plan exploratoire, au plan oui. militaire, puis après ça, au plan commercial. Ouais. Mais je vois pas ça. De Montréal, je voyais pas ça. Je viens de changer de quartier, j'ai déménagé il y a 4 ans. Ben là, c'est comme si je découvrais un autre Montréal dont j'ignorais tout. Alors, c'est un mythe de penser que c'est des gros écosystèmes, puis là, les États-Unis, c'est comme une tranche parfaite, là. Ouais. C'est très, très différent. Entre la Caroline du Nord, que je connais relativement bien, et le New Hampshire, que je connais bien aussi, c'est très, très, très différent, là. C'est pas... C'est 50 pays, dans le fond, parce que, ben, c'est des Oui, États, puis on mais... pourrait même le subdiviser après ça. Ouais. Regardez, par exemple, le Québec. Ouais. Il y en a qui habitent sur le plateau Mont-Royal. Exact, ouais. Moi, j'ai grandi, et c'est au cœur de moi, route rurale numéro 4. Ouais. Est-ce que nos réalités sont si... Il y a des choses pareilles, mais j'ai peut-être plus en commun avec un agriculteur de l'Iowa. Ben oui. Exact, sans sur payer ça. certains aspects. C'est ça. On est formés, on est tous les héritiers de notre géographie. Moi, je reste un rural. Effectivement, Donc, moi l'esprit de la aussi. communauté, Ah ouais. l'esprit du voisinage, le perron de l'église, j'ai été C'est marqué comme ça. Ouais. C'est comme moi. Ouais. C'est Rivière-du-Loup, puis ici, on en parle souvent. Moi, c'est le rural, c'est Fraserville, c'est les terres, c'est la culture. Désolé, moi, c'est Saint-Jérôme, donc Saint-Jérôme. Sainte-Adèle, donc Moi, pays d'en haut. ça reste imprégné en moi. Ouais. Oui. C'est mes valeurs, c'est mes sources. Ouais. Alors, quand on regarde les patterns de vote aux États-Unis, Ouais. par exemple, peut-être le plus grand prédicteur des votes, c'est est-ce que vous vivez dans une grande ville ou dans le monde rural? Puis là, est-ce que les gens dans le monde rural sont à ce point antidémocrates? Non, mais le discours républicain les rejoint plus. Alors ça, c'est des choses qui vont parler. Maintenant, le grand diviseur aux États-Unis, c'est est-ce que vous êtes un urbain scolarisé ou vous êtes moins scolarisé puis Ouais. davantage en campagne? Et ça, ben, là, le Parti démocrate, d'ailleurs, qui s'était beaucoup, beaucoup aligné sur les urbains hyper scolarisés, bien là, on se rend compte qu'il laisse beaucoup, beaucoup de gens derrière. Puis là, ben, il est en train d'avoir une espèce de recadrage du parti, là. Carl, vas-y, Guillaume. c'était une dernière question. Ouais, Vas-y, on a encore une couple de... Tu sais, pour. Tu sais, un podcast Nouveau Camionneur, tout le monde se travaille, se pose la question, l'économie, c'est l'économie. Tu sais, je pose souvent la question, tu sais, à des chefs d'entreprise qui viennent ici en podcast. Comment vous voyez 2006? Puis je vais te poser à toi, Guillaume. 2026? 2026? Parce que 2006, je peux en parler non, avec grande 2026. précision. Non, pas 2006. Carl a une vision très, très loin, mais des fois, il Non, regarde non, en non. arrière. Comment tu vois l'économie pour 2026, 2027? Parce qu'il y a des chefs d'entreprise qui sont vraiment nerveux présentement. Oui. Qui là, présentement, sont ces breaks, ça bouge pas. Puis là, ils disent, le printemps, tu sais, j'ai été élevé, moi, tu sais, on est élevé en région, c'est toujours des périodes. Novembre, c'est tranquille, décembre, mars, ça recommence. Tu sais, c'est périodique, le Québec. OK? Comment tu penses, avec ton expérience, ta vision, que tu te promènes partout aux États-Unis, dans le monde, qu'est-ce que tu penses? Comment tu vois 2026? Es-tu plus encourageant que présentement? J'ai envie de dire, c'est... Rassure-nous. Rassure-nous. Mais non, rassure-nous pas. Dis-nous la vérité que tu penses avec ta vision d'une personne qui voyage, qui a une vision externe de nous autres Alors, dans le domaine du transport. Il y a des... Alors, personne ne le sait. Par contre, moi, je pense qu'il y a des fondamentaux. Hein. OK. D'abord, il y a des choses là, qui changeraient. La démographie est majeure. Alors, les tensions avec l'immigration, c'est pas sur le bord de se terminer parce que c'est un phénomène général de l'Occident. Il va falloir trouver une manière de faire atterrir ça comme il faut.
Au niveau des finances publiques... Attends un petit peu. Oui. Quand tu parles, excuse Guillaume si je te coupe, quand tu parles de l'immigration, OK, c'est les gens qui s'en viennent ici ou que les États-Unis veulent sortir? Comment, je veux juste C'est que les tu comprennes. deux. Il y a l'idée qu'il y a des tensions parce que les flux migratoires ont été beaucoup vers l'Europe de l'Ouest et vers l'Amérique du Nord. Mais à un moment donné, il y a un point où il commence à y avoir des enjeux, que ce soit des enjeux linguistiques, culturels. Il y a combien de chaises dans nos écoles? Si tu grossis la population, ça a des impacts. Tout ça peut être positif ou négatif, mais il va falloir être capable de le gérer, là, parce qu'il y a des crises de main-d'œuvre un peu partout. Là. Pour moi, après ça, tu as les finances publiques. Ça fait 10 ans qu'à Québec et Ottawa, ne serait-ce que ça, on dépense massivement plus que nos moyens. C'est ça. Bien, à un moment donné, le balancier va se faire sentir de l'autre côté. Alors, les 10 prochaines années vont être des années de tempérance ou de restrictions budgétaires. Ça, je vois ça dans les secteurs publics. Alors ça va être un aspect majeur. Et là, maintenant, encore là, est-ce que c'est une condamnation ou c'est une opportunité? Moi, je viens j'ai passé les 10 dernières années à m'intéresser beaucoup à l'économie collaborative, qu'on pourrait résumer à faire plus avec ce qui existe déjà. C'est soit une conversation de productivité ou de développement durable, mais toutes les entreprises doivent se dire, sur la base des choses que j'ai et que je contrôle, comment je peux augmenter mes revenus ou réduire mes coûts en dopant l'utilisation de ce qui existe. On n'a pas le choix, Guillaume. Là. Mais ça, les experts là-dedans, c'est les enfants de 5 ans. Parce que les enfants de 5 ans ont un don, c'est de voir l'utilisation des choses sur la base de ce qu'elles peuvent faire, pas sur la base de ce à quoi sont supposées servir. Donc, le grand stationnement, il n'y a personne qui dit qu'il faut que ce soit pour mettre des voitures. Ça peut être un entrepôt temporaire pour une autre entreprise qui en a besoin. Parce que tes taxes municipales ne changeront pas, que le stationnement soit vide ou il soit plein. Effectivement. On en parlait un peu plus tôt. Les côtés de camions. Ah oui, on en parlait tantôt. Les côtés de remorques qui sont blanches, là. Ouais. Ben, est-ce que ce n'est pas des panneaux publicitaires en attente de trouver un annonceur? Alors, tout le monde veut... C'est un moyen de rentabiliser, en fait. L'idée, c'est... on fait ce qu'on appelle le double audit. On fait l'audit de tout ce qu'on a ou sur quoi on a du contrôle, puis après ça, de se dire quel est le taux d'utilisation de ça. Quand je regarde, par exemple, le transport au Québec, dans les régions, c'est un scandale. Il n'y aura jamais de transport collectif qui a de l'allure dans les zones de basse densité. Impossible. Pourtant, tous les jours au Québec, il y a 25 millions de sièges de voitures vides en mouvement. Incroyable. Fait que je pourrais créer demain matin, en changeant une loi, un cadre extraordinairement important de transport collectif sans investir un seul dollar public. Mais ça viendrait attacher les Uber de ce monde. Non. Non, ça ne devrait pas attacher les taxis aussi. Ceux qui chialeraient, ce serait probablement les autobus interurbains. Ouais. Mais moi, je ne vois pas d'intérêt d'avoir de la gestion de l'offre en transport. Parce qu'à la fin, c'est pas vrai qu'il y a quelqu'un qui va aller s'installer puis d'offrir un service de transport efficace entre Rimouski et Amqui. Impossible. Mais j'ai des centaines et des centaines de sièges qui font ce déplacement-là. Prenez le troisième lien, par exemple. Ah, le troisième. Non, mais l'idée... Alors, mettons qu'on dit, OK, ça prend plus de capacité. Plus de capacité, ça ne veut pas dire qu'il faut plus de pieds carrés d'autoroute. Le but, là, c'est de passer... Si vous êtes des fans de baseball, peut-être vous êtes des fans du film Moneyball. Mais Moneyball, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai pas besoin de joueurs, j'ai besoin de présence sur les buts. Bon, bien, ce qu'on veut, c'est de passer plus de gens entre la Rive-Sud et Québec. Effectivement. Bon, mais il y a combien de sièges vides dans la région de Québec en voiture qui font ça? Il y en a 6 millions. OK, toi, tu es en train de dire, Guillaume, le troisième lien, avant de mettre un troisième lien, utiliser les deux liens qu'on a là présentement. Le but, c'est est-ce que je peux passer plus de monde sur ce qui existe déjà? J'ai 6 tous les jours à Québec. Je suis pas en désaccord. Puis là, ben, dans le fond, j'ai pas le... Il n'y a rien de ça qui va faire que si on se met à covoiturer pour profit, tout le monde va le faire. Là. Mais mettons que c'est 10 de c'est déjà 10 10 c'est... Il y a du trafic, là. 10 des gens qui le feraient, ou 5 ça transforme un lundi matin en dimanche après-midi. Effectivement. En investissant aucun dollar. Mais tu mettrais ça, puis je te pose la question, puis peut-être que tu y as déjà réfléchi, tu mettrais ça en fonction comment? D'abord, on va faire ça. Je dis souvent la deuxième chose, par exemple en transport, comme dans bien des choses, la deuxième chose dont on a besoin, c'est plus d'argent. Donc, on n'a plus d'argent, Guillaume. Bon, ça veut dire que la première chose est ailleurs. Présentement, au Québec, il y a une loi qui dit que si tu covoitures les autres pour faire du profit, tu es illégal. Moi, je pose la question, en quoi c'est un problème? Si tu deviens milliardaire parce que tu covoitures... bravo. C'est tant mieux.
Et la plus grosse dépense des familles québécoises après le logement, c'est le transport. Transport. Hey, c'est cher, le transport. Imaginez ça, dans les familles québécoises, ça coûte plus cher se transporter que se nourrir. Incroyable. Fait que si par cette mesure-là, je permets à des familles québécoises, au lieu d'avoir 3 voitures, d'en avoir 2, Bravo. je viens d'enrichir les ménages. Alors, la Puis meilleure tu viens de voiture- diminuer la pollution de la planète. Et ça, tant mieux, on parle de ça. C'est un... Mais le but, c'est pas d'offrir plus de routes ou d'offrir plus de voitures. Le but, c'est de transporter plus de monde. Fait qu'on revient Moneyball because they get on base. Fait que qu'est-ce qui nous permet, par exemple, moi, ma colère personnelle, c'est, prenez n'importe quel village au Québec, là, vous allez avoir quelque part une école primaire, puis quelque part un centre communautaire. Moi, je dis, il faut être incroyablement riche ou passablement niaiseux pour avoir les deux. Parce que c'est la même infrastructure. Alors ça, ce genre de Mais le réflexion-là... gouvernement donne encore de l'argent pour ça. J'en regarde où je vais à la chasse, Saint-Isidore de Clifton, ils sont en train de construire un centre communautaire de 7 millions pour une population de 800 personnes. À la C'est limite, quoi le but? peut-être que c'est correct qu'il y ait ça, mais c'est pas correct d'avoir ça et une école primaire. Oui, puis une école. Alors, l'idée, c'est ça prend juste un bâtiment pour faire les deux. Et c'est ça. Peut-être qu'on n'est pas encore assez en pression budgétaire pour avoir ce réflexe-là, mais je pense que le vrai potentiel je dirais de rentabilité pour nos gouvernements comme pour nos entreprises, c'est de se dire, est-ce que je sors tout le jus possible des choses qui existent déjà? Faire On n'a pas le plus choix de faire ça, là. avec ce qui existe déjà. Mais là, on a détourné un peu ma question du départ. Comment tu vois 2026? Alors, 2026, ne serait-ce que dans la perspective américaine, les élections. Ouais. Alors, tout va être enligné là-dessus. À date, le vent souffle très fort dans le dos des démocrates et dans le visage des républicains. Et il est tout à fait possible que Trump, son mandat réel ne soit que de 2 ans. Parce que, comme bien des présidents avant lui, les deux années après, bien là, c'est plus du tout le même président. Alors, il y aura encore beaucoup d'incertitudes. Il y a des choses dans les fondements qu'on a appris et qui vont être encore vrais en 2026, c'est il faut continuer à diversifier nos marchés. Ouais. Puis il faut continuer à diversifier nos marchés, c'est pas juste le Japon, c'est l'Ontario, c'est la Saskatchewan, c'est le Nouveau-Brunswick. C'est ici. Alors, c'est aussi ça, là. Dernière question en 1 minute. On essaye ça. Je pense que Jeannette Bertrand est arrivée. Comment tu as entendu parler de nous, On the Road? On est en étude de marché. Là. En étude de marché. T'as pris ça où, toi? En étude de marché? Bien, j'ai envie de vous dire, d'abord par YouTube, puis c'est comme ça que je pense... Alors, moi, je m'intéressais beaucoup aux longs voyages en train. Alors, probablement que l'algorithme de YouTube, il s'est dit, il a l'air d'aimer ça, les longues distances. Puis, je sais pas comment, mais j'étais tombé sur une vidéo où on traversait les États-Unis, probablement le long de la route 66 ou autre. Tu avais écrit à ce moment-là. Puis, j'ai commencé à écouter ça, puis je trouvais ça hyper instructif. Ça répondait au curieux qui est en moi, parce que moi, je suis pas un passionné de camion, outre comme un enfant de 5 ans, là. Mais c'était de découvrir à travers la lunette ou la caméra installée sur le camion le paysage, les lieux, les villes, la rue commerçante qui est en train de mourir ou qui est en train de se recréer. Par exemple, puis là, ça, c'est ce que j'avais vu, par exemple, Reno au Nevada, qui était avant le Las Vegas des pauvres. Bien, eux ont dit, quand tout est tombé avec la crise, ils ont dit, on ne sera plus une espèce de Vegas des pauvres, on va devenir un endroit pour les start-up. Puis là, maintenant, ils ont transformé la ville comme ça. Je prenais un café dans plein centre-ville de Reno. Ça dépend des heures, là, mais quand même, là, j'étais dans une place plus familiale. Là. Puis là, j'ai vu que c'était des jeunes entrepreneurs qui étaient installés. Puis... Oui, ils ont même une rue qui s'appelle Startup Row. Ils ont vidé là, les anciens hôtels. Ils en ont fait des endroits pour les startups. Puis ils ont très bien compris qu'ils étaient positionnés entre Silicon Valley et le lac Tahoe, où Silicon Valley va s'amuser. Et ils disent ça, là, ils disent, viens travailler à Reno sur ton fat bike. Tu es à 10 minutes d'aller faire du vélo dans les montagnes. Je salue tous les chauffeurs canadiens, québécois qui vont... C'est un des plus grosses places en transport où on va maintenant. Là. Juste à la fin de Reno, avant la frontière de la Californie, il y a là un parc industriel incroyable et c'est de la nouvelle technologie qui est installée là. Ce n'est que des entreprises gérées par des personnes de... Excuse-moi, Carl. De notre âge, Guillaume. Mais c'est ce que j'ai aimé de votre truc, c'est que ça me permettait, à travers le camionnage, de voir tout ce qu'il y a autour. Puis ça, pour moi, c'est génial. On n'est pas des professionnels des communications, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Ah ouais. Hey, merci beaucoup, Guillaume. Oui. C'était un Merci plaisir. à vous, vraiment. Hey.
C'était... ben là, on a fait 1h30 de podcast, 1h30, mais Ça a passé c'était, vite. c'était un 3h30 parce qu'on est allé lunch ensemble. C'est vraiment merci. Là, c'est un plaisir. Puis là... Tu veux, pour vrai. Ah ouais. Personne pour Paccard, on en reparlera. Ça marche. Ouais, vraiment, c'est un honneur de t'avoir reçu. Puis, Puis lâche pas, hein? Ouais, non. Parce que tu informes les gens du Québec, puis, tu sais, on a des familles, puis je pense que t'es un très bon personne pour expliquer, puis les gens, là, tu sais, j'en parle à ma famille, j'en parle aux beaux-parents, puis ils aiment la manière que tu communiques autant à la radio qu'à la télé, là. Félicitations. On t'écoute partout, mais... un camion maintenant dans ta bibliothèque. Ouais? Ah, ben oui. Hey, ça serait le fun. Ouais. Ah, ouais, ça serait le fun. Si vous avez des épinglettes down the road, je vais faire des boutons de manchette. Ah, OK. Merci beaucoup. Hey, merci Hey, merci beaucoup, hein. encore. Félicitations, Au plaisir. merci. Bye, Carl. Merci. Bye, merci, Francis.